Johan. Voyez, est-ce que vous m'entendez? Oh là! Alléluia! Oh là 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 là, quelle Ah, histoire! c'était où? Mais Ah quelle histoire! vraiment? Mais Ah oui, quelle oui, oui, non, je histoire! suis désolé. Non, Est-ce que vous sérieux. m'entendez bien? Oui, oui, mais Oui. on Ouais, moi a je suis perdu vraiment. un peu. On a perdu un peu l'espoir. Finalement, je pensais Ah que ben, vous avez été kidnappé, peut-être par un ah autre ben, projet, ah ben, pour ne pas. pas du tout. Je me suis connecté. Bah oui, ça fait une demi-heure, je me suis connecté et en fait, me suis pas du tout inquiété parce que comme souvent dans la réunion, on va vous faire entrer, et donc. Voilà, je me suis même pas posé la question. Je me suis dit, bon, ils ont Ouais, peut-être un petit peu de retard. Et puis à 18h10, je me suis dit, ah bah non, là, il y a un problème. Voilà. ouais. Et Yann, c'était exactement la même chose avec nous. On a attendu, on attendait, on attendait, on se disait, ouais, finalement, ouais. Normalement, Non, non, mais oui, oui, les oui, oui. intervenants sont un petit peu en avance. Mais bon, on passe. Alors, Yagoda, si tu peux bien gérer les personnes qui viennent, n'est-ce pas, puisqu'il y en a toujours. Alors, excuse-moi encore une fois, désolé pour toute cette question technique. On Ah essaie non, de c'est faire de rien. mon mieux. Non, 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 Euh, mais c'est ça va très arriver. compliqué. Moi, je travaille beaucoup avec Teams. C'est parfois, c'est vrai, il y a des serveurs qui n'acceptent pas. Et moi, je suis sur Firefox parce que Google Chrome ne fonctionne plus en fait avec Mhm. Teams. Donc voilà, c'est pour ça. Mais en fait, je vois que Firefox ne fonctionne plus non plus. Voilà, alors Et voilà. j'installe. Est-ce que vous me voyez bien? Très bien. Oui, Voilà, très pour bien. que ça ne bouge pas. Voilà, parce que sinon, ça Ouais. va faire comme si je faisais un TikTok. Voilà, mais Ah oui, ça va être bon. Alors, mon cher Yann, alors merci beaucoup. je voudrais bonjour, Accueillir. bonsoir. Alors, je vais faire juste une petite présentation, puisque c'est la 12e édition du projet Flevolution, projet qui a été monté par l'Université de Gdańsk, l'Université d'Innsbruck et la Maison des écrivains de la littérature. Et c'est juste à Paris, c'est justement grâce à la Maison des écrivains de la littérature et à Sylvie Goudbaron, la directrice de l'AMEL, que nous devons la présence de notre cher invité aujourd'hui. Malheureusement, Sylvie n'est pas présente aujourd'hui puisqu'il y a d'autres obligations qu'elle explique dans un petit texte qu'elle m'a envoyé aussi pour vous présenter. Alors, si je peux commencer avec quelques mots de Sylvie Goudbaron pour présenter Johan Farber à notre public qui est aujourd'hui. Alors, moi, je suis très heureuse puisque nous sommes très nombreux et très patients, il faut le dire. Ah, Je dis aussi, n'est-ce pas? Alors, parole de Sylvie Goudbaron. Vous allez rencontrer, en l'écoutant et conversant avec lui aujourd'hui dans le cadre du Flevolution, Johan Ferber. J'ai grande joie à tenter de vous dire qui il est et de ce qu'il fait dans une vie à 200 à l'heure. Je remercie Katarzyna Kotowska, c'est moi, de lire ce petit texte, de sa confiance et de vous prier de pardonner mon absence à cette passionnante conférence que Johan Ferber a intitulée Critiquer la littérature. Mais j'accompagne à l'ambassade de Suisse une éditrice exemplaire, Claire Pollon, petite fille d'un autre immense critique littéraire qui était Jean Pollon, à laquelle est remis le prix Clarence du journal intime pour l'édition du journal d'Hélène Oppenau, courant de 1945 à 1951. Mais venons-en à Johann Ferber. Pour transmettre, il faut savoir et être précis. Avoir aussi une rhétorique parfaite, ce sont les caractéristiques, entre autres, de Johann. Cofondateur et co-rédacteur en chef de la Revue collatérale, il est éditeur, essayiste et chercheur en littérature. Il enseigne toujours et encore la littérature dans un lycée et je crois ne pas me tromper en disant que ses élèves seront, grâce à lui, de futurs citoyens sensibles et conscients. Parce que dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il crée, il y a un souffle, celui profond et juste du combat pour l'art. Et à l'ère de crise qui traverse nos sociétés, il est essentiel de prendre les mots au mot, de les observer, d'en extraire l'effet et aller de l'avant. D'ailleurs, le slogan qui accompagne la revue en ligne collatérale est La culture vous fait de l'effet. Autant dire qu'il n'est pas question de s'assoupir, l'art qu'il maîtrise
tout particulièrement est celui des lettres. Cette passion qui le tient prend tout son sens dans son travail de transmission, donc qui passe aussi par l'écriture. Il a publié après la littérature, Opération universitaire de France en 2018, de grands écrivains, cette névrose nationale chez Pauvry en 2022, de Parlez-vous le Parcoursup au CEI la même année. On lui doit en 2024 un livre comme une détonation, militer, verbe sale de l'époque, aux éditions Autrement. C'est lui qui a dirigé en 2022 les cahiers de Lerne consacrés à Jean Schnoz, ce qui n'est pas rien. Son talent de critique est salué par toutes celles et ceux qui le font intervenir pour donner la parole aux auteurs, aux autrices, lors d'événements littéraires. Il conduit une conversation dans l'excellence du questionnement parce qu'il lit à la perfection. Jan Ferber va chercher le point aveugle de la création, de sa lecture critique, et il faut œuvre comme il faut œuvre de son militantisme salutaire. Je le remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence et vous laisse prendre la mesure de son talent, Sylvie Goudbaran. Je vous laisse la parole, Jan. Merci beaucoup. Merci à vous de m'inviter. Ça va être très difficile de ne pas être décevant juste après cet éloge qui vient d'être fait de moi. J'espère mériter au moins quelques mots de remerciements et je remercie aussi la Maison des écrivains dont je suis, c'est vrai, le vice-président de ce partenariat dont on se félicite et les uns et les autres et qui, je l'espère, va pouvoir se poursuivre. Alors aujourd'hui, la conférence que je m'apprête à vous donner, je l'ai intitulée « Critiquer la littérature » parce que, comme Sylvie vous l'a rappelé dans son texte de présentation, mon expérience est à la croisée en fait des trois métiers de critique que Thibaudet avait identifiés dans les années 20, à savoir une critique qui est une critique professorale, donc c'est vrai que je professe dans les classes, mais j'ai aussi donc un travail de chercheur, un travail académique. C'est une critique aussi, vous allez voir, qui est une critique journalistique, puisque je suis critique dans Collatéral depuis un certain nombre, depuis une année, mais j'officie aussi plus directement dans une critique d'accueil, dans le cadre le plus souvent des midis de culture sur France Culture, qui est une toute autre expérience dans la manière de critiquer la littérature. Et enfin, une critique qui est celle de l'écrivain, qui n'est pas tout à fait la mienne, mais on verra que, effectivement, comme Barthes l'avait souligné au tournant des années 50, l'écriture critique, c'est bel et bien, comme le terme l'indique, une écriture sur laquelle il faudra revenir. Alors, si je ne me trompe pas, moi j'ai fait une sorte de conférence, enfin j'ai fait une conférence que je délimite autour de 1/2 heure, 40 minutes, de manière à pouvoir vous laisser le temps de me poser quelques questions et ne pas accaparer la parole. Là, déjà, avec ces petits soucis techniques, vous avez sans doute d'autres choses à faire juste après, donc je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Et j'ai décidé de construire mon intervention de ce soir, vous l'avez bien compris, autour de ces questions de critiquer la littérature, notamment la manière dont, effectivement, je vais essayer de le rappeler ici, l'usage tel que l'on a aujourd'hui du terme critique et l'usage tel qu'on a aujourd'hui du terme littérature sont indéfectiblement liés. C'est le tournant romantique notamment de Germaine de Staël autour de 1800. Mais avant de faire ce grand détour, j'ai décidé de structurer cette conférence en 3 points qui sont pour moi en fait 3 scènes que j'identifie comme celles qui vont nous apporter dans la manière contemporaine de critiquer la littérature. La première scène que j'aimerais envisager avec vous, c'est une scène qui se déroule en mai 2011, qu'on a un peu oubliée, mais qui détermine en fait pourquoi nous sommes tous ici aujourd'hui, en fait, en train de parler de critiquer la littérature et qui donne en fait la coloration à cette critique littéraire contemporaine et lui a donné une sorte de virage dans lequel je crois nous coexistons tous tant bien que mal, même si on voit bien que la littérature
littérature n'a plus le prestige d'antan. Voilà. La deuxième scène que je voudrais voir avec vous, dans la continuité de la première, c'est une scène en fait qui est beaucoup plus transversale, qui interroge le geste critique lui-même, c'est-à-dire on va parler effectivement de la critique autour de 2011, du tournant critique que nous vivons, mais il faut, à mon sens, pour que les choses soient le plus claires possible, essayer de voir ce qu'on pourrait appeler dans de critique transversale, le geste critique. Et enfin, j'aimerais bien clore sur une troisième scène qui est en fait une critique telle qu'on la pratique vraiment, ce que j'appelle moi de manière immédiate, une critique immédiate, cette critique immédiate avec une résonance politique et sociale qui me semble tout à fait importante de nos jours, notamment autour des questions des violences sexuelles, mais aussi des violences sociales qui déterminent en fait une zone à la fois de recherche, de critique d'accueil et aussi peut-être d'écriture, qui sont les trois fils que je vais essayer de tenir lors de cette conférence. Voilà. J'espère que je ne parle pas trop vite, voilà. N'hésitez pas surtout à me dire si je parle un peu trop vite, parce que c'est toujours un petit peu le défaut qu'on a, j'ai remarqué, dans les conférences en ligne. C'est pas la même chose que lorsque l'on a le public en face de soi. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire de me calmer, voilà, et de parler moins vite. Alors, j'ai annoncé tout à l'heure trois scènes pour critiquer la littérature, pour savoir comment s'élaborait la critique de la littérature, ou plutôt comment, au contemporain, on peut constituer le geste critique. Et je pense qu'il est bon de poser un certain nombre de scènes, dont la première, en fait, est une scène qui se déroule en mai 2011. Alors, je vais commencer un peu par un petit récit, parce que c'est déroulé en mai 2011 un débat qui, moi, m'a particulièrement intéressé, que peut-être les uns et les autres, on a, et moi le premier d'ailleurs, avant de m'y intéresser, qu'on a oublié, mais qui, à l'époque, faisait grand bruit. C'est un débat qui a eu lieu au CNL, au Centre national du livre, donc Rive Gauche, et qui était à l'initiative d'un think tank, alors pardon pour mon accent anglais catastrophique, d'un think tank qui réfléchissait en fait aux stratégies numériques, et qui était cette table ronde qui était animée par un animateur, un essayiste, mais bientôt un animateur de soft power sur France Culture, à savoir Frédéric Martel. Ce débat au CNL porte un titre sous forme de question qui effectivement va nous intéresser plus particulièrement, c'est « Le critique littéraire est-il mort ?» Le critique littéraire est-il mort? C'est-à-dire, est-ce que la critique littéraire peut continuer de la manière dont elle a été, en fait, finalement, le porte-drapeau de toute une pensée très forte, à la fois sociale, politique, qui a déterminé, en fait, la France depuis ce que l'on a appelé depuis ce qu'on a appelé outre-Atlantique la French Theory. Et en fait, le critique littéraire est-il mort? C'est le débat qu'a lancé Frédéric Martel, mais au lieu de se concentrer sur la question de la critique académique, le propos s'est très vite resserré sur la critique journalistique, ce que j'ai appelé précédemment la critique d'accueil. Voilà, c'est-à-dire la critique d'accueil, pour le dire vite, c'est la critique quand des livres paraissent, vous avez dans la presse très vite un compte-rendu. C'est une critique qui, effectivement, accueille le livre et se propose à la fois d'être une recommandation de ce livre et de proposer une analyse qui, parfois, est soit un petit peu fouillée, soit le plus souvent suggestive. Voilà. Et à partir de là, Frédéric Martel va répondre à la question de « le critique littéraire est-il mort ?» Il va répondre oui. Et il va répondre oui parce que selon lui, il y a deux éléments indispensables pour comprendre le champ contemporain de la critique. Le premier élément, c'est en fait l'émergence du numérique. Il y a en fait une critique littéraire qui est prise dans une sorte de submersion numérique, et cette submersion numérique, elle porte un nom, c'est le blog. C'est-à-dire que le blog, pour lui, c'est en fait des lecteurs
qui ont l'initiative de la lecture, et cette initiative de la lecture, elle se fait sous le jour de ce qu'il appelle en fait la vie d'humeur, l'impressionnisme, hein. Et en fait, il y a une manière de numérisation, mais aussi de subjectivation, où les lecteurs vont en fait avoir un avis personnel sur le livre, et cet avis personnel va se retrouver en fait sur la toile par le biais du blog. Petit à petit va se mettre en place ce que lui va appeler donc la numérisation de la critique littéraire. Et cette numérisation de la critique littéraire, en fait, elle va aboutir par exemple à des sites type Babelio, où les uns et les autres donnent leur avis de lecteur. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que à côté de cette stratégie numérique, il y a un autre élément, et cet autre élément, c'est en fait ce que l'on appelle la stratégie marketing. Et de fait, il y a, d'après Frédéric Martel, un certain nombre de critiques qui ne répondent en fait qu'à une sorte d'appel commercial, une structuration du champ, qui est en fait une structuration qui a commencé, qui a toujours existé, hein, depuis Charpentier avec Zola, la publicité dans les journaux, hein. L'invention de la publicité pour la littérature, c'est bien évidemment tout ce qui tourne autour de Fasquelle, de Charpentier au tournant du 19e siècle et du 20e siècle. Mais en fait, il y a selon lui une accélération, et cette accélération commerciale fait que qui est lié en fait pour lui à une évolution de la littérature, et ça va nous intéresser beaucoup, à savoir une littérature française qui serait moins importante, plus commerciale, une littérature beaucoup plus accessible que celle des années 50-60, qu'il réunit sous le terme de nouveau roman, et très vite, en fait, cette critique de la mort de la critique littéraire va recevoir des réponses. C'est-à-dire que le débat du CNL de mai 2011 ne va pas laisser toute une strate de la critique indifférente. Et ce sera une réponse qui se structurera en deux temps. La première réponse viendra de la critique journalistique. Et la critique journalistique, c'est Nelly Caprielian des Inrocks qui va répondre à cette critique en disant que non, la critique littéraire, la critique journalistique n'est pas morte, mais que effectivement, elle a beaucoup moins de force qu'avant parce que la littérature est en train de se restructurer. Et cette restructuration de la littérature, et là je crois que c'est un point intéressant, va passer par en fait une réarticulation de la critique. Et c'est sur un point sur lequel je reviendrai dans la seconde scène que je vais évoquer. Mais restons toujours sur cette première scène, cette scène de Frédéric Martel en 2011. La première critique, donc, la première réponse à la mort du critique littéraire pour Frédéric Martel intervient donc dans Les Inrecuptibles. Il faut voir que Les Inrecuptibles, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un magazine qui à l'époque était hebdomadaire et qui propose déjà une sélection assez exigeante de la littérature, même si on n'est pas toujours d'accord avec les choix qui sont opérés, sous la houlette dans les années 90 de Sylvain Bourmeau, qui maintenant dirige AOC, après avoir dirigé le pôle livre de Mediapart et d'avoir été rédacteur en chef de Libération. Euh, donc après Sylvain Bourmeau, Nelly Caprielian a repris le flambeau et on peut dire que ce sont des livres assez exigeants. La deuxième réponse est une réponse cette fois qui sera académique, universitaire. C'est-à-dire que le débat de Frédéric Martel va avoir petit à petit une onde de choc et va être en fait non pas seulement le débat qu'il a instauré au CNL, mais en fait ça va être une question d'époque. Où en sommes-nous de la critique littéraire? Et c'est sous la forme d'un numéro assez volumineux de la revue de la revue fondée par Sartre, donc Les Temps modernes, en 2013, que la réponse académique va apparaître. Et cette réponse académique, elle va en fait pratiquer ce que le titre de numéro résume très bien, c'est-à-dire une critique de la critique. À savoir que lorsque effectivement on propose une réflexion sur la critique, il faut toujours proposer en fait un examen critique de cette critique elle-même, et très vite vous allez avoir un certain nombre d'universitaires, de chercheurs qui vont effectivement souligner en fait que Frédéric Martel n'a pas finalement autant tort, n'a pas tort lorsqu'il
parlent d'une mort de la critique littéraire, mais ils vont dire, effectivement, je crois, qu'il y a une crise de la fonction critique, et cette crise de la fonction critique, en fait, elle porte la trace d'une crise plus large de la pensée et de ce que l'on va appeler, avec Giorgio Agamben, un désenchantement de la science. Et ce désenchantement de la science fait que, finalement, la critique littéraire avait pu avoir pignon sur rue, avait pu être extrêmement forte, au point même qu'elle a pu être, à un moment donné, dans les années 60-70, quasiment hégémonique intellectuellement, poussée par les sciences sociales, poussée par la linguistique et finalement existant sous le terme très général et générique de structuralisme qui fit, on le sait, les beaux jours de l'université française à travers le monde. Et cette critique de la littérature a pu petit à petit refluer, notamment au tournant des années 80, et on vivrait depuis lors, d'après Giorgio Agamben, dans ce qu'il a pu appeler, effectivement, le désenchantement de la science. Et à partir de ce désenchantement de la science, finalement, on obtient ce que Gilles Deleuze a pu nommer une pensée bariolée. Alors lui, il le dit, hein, Deleuze, à propos de Nietzsche, de manière extrêmement agressive et négative. Alors moi, je vais récupérer pensée bariolée parce que, en fait, pour la faire dériver vers une sorte de patchwork, mais positivement, à savoir une critique qui va s'articuler autour, finalement, de l'histoire littéraire, mais une histoire littéraire qui aurait pu se réarticuler autrement, notamment, qui va essayer de sonder l'époque et qui va avoir, au tournant des années 2000, avec des chercheurs comme Dominique Viard ou Dominique Rabaté, un terme sur lequel, en fait, on ne va cesser de s'interroger, le terme de contemporain. Et ce terme de contemporain, il va être à la fois la source d'une quête critique et pour savoir de quoi est constituée la littérature contemporaine, et il va être également la source d'une réflexion avec quels outils peut-on se saisir du contemporain. Il y a donc en fait, certes, une crise de la fonction critique par ce désenchantement de la science, mais il y a aussi une critique de la critique qui se met en place sous le terme global, générique, de contemporain. Et ce contemporain, qui est un mot finalement qu'on retrouve un peu partout, ce contemporain, on va essayer de le sonder, à la fois du côté critique, mais aussi du côté littéraire. Et c'est peut-être le moment de passer ici à la seconde scène que je vais essayer de déployer, à savoir la liaison intime qui existe depuis, je dirais, les romantiques, entre la critique d'une part et la littérature contemporaine d'autre part. Qu'on se souvienne par exemple d'une scène, celle de 1953, qui est une autre scène qu'on peut déployer après 2011, qui est celle de Roland Barthes. Roland Barthes, on sait, en 1953, il rassemble un certain nombre d'études qu'il a pu écrire dans des revues sous le titre du degré zéro de l'écriture, mais ce qui va le rendre remarquable également dans ces mêmes années, ce sont les études qu'il va proposer de Robbe-Grillet, notamment des gommes, à savoir ce qu'il va appeler la littérature de l'objet, la littérature objectale, et une littérature qui va à la fois permettre une littérature qui se renouvelle, mais qui va en fait obliger à déplacer le regard critique. Et ce déplacement du regard critique, il est, je dirais, un phénomène qu'on observe depuis le tournant de Madame de Staël en 1800, avec la parution de la littérature, qui est finalement le tournant qu'on observe avec le romantisme allemand, mais aussi le romantisme français, qui fait que la critique devient un outil pour mieux se saisir de son temps, pour mieux se saisir de l'époque, mais aussi un outil qui se construit avec la littérature de son temps. Il y a un phénomène de co-construction entre le contemporain
et la critique contemporaine, comme si l'une influait sur l'autre dans une sorte de, je dirais, de vase communicant. Et pour le dire vite, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure en préambule, euh, en fait, dans cette deuxième scène qu'on va chercher à explorer, c'est une scène qui, cette fois, j'ai évoqué 1800, j'ai évoqué 1953, mais le geste critique depuis, on va dire, la Révolution française, le romantisme, a en fait une dimension, on va dire, structurelle forte, quasiment transhistorique, et qui, en fait, va nous permettre de comprendre que le contemporain demeure toujours un foyer fécond d'interrogation. Alors pourquoi? Parce que, en fait, il y a une prise de la critique avec la littérature qui émerge et qui permet de revenir sur la nature même du geste critique. Quelle est la nature d'un geste critique? J'ai parlé tout à l'heure d'Agamben, je crois qu'il faut le solliciter à nouveau. Il avait écrit dans les années 80 un texte que vous avez peut-être sans doute en mémoire qui s'appelle Stance, et dans ce texte, Stance, il y a un apostille, et l'apostille revient sur l'étymologie de critique. Et cette étymologie de critique, je pense qu'elle peut être utile pour nous parce qu'elle est fondée essentiellement sur un point fondamental, c'est la méconnaissance. C'est-à-dire que le critique arrive devant la littérature, devant une littérature qu'il ne connaît pas, et cette littérature qu'il ne connaît pas, il doit admettre sa méconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a une fonction double du critique. Le critique devant un livre, qu'il soit un critique qu'il fasse de la qu'il fasse de la recherche ou bien qu'il fasse de la critique d'accueil, il faut qu'il soit devant le livre à la fois devant une délocalisation, un dépaysement et ce que on pourrait appeler une blessure. Le livre qui va provoquer la critique, c'est un livre qui blesse l'image qu'on a soi-même du livre. Et en fait, le critique, c'est toujours celui qui va traiter de ce qu'il ne connaît pas en tant qu'il est totalement désarmé et n'a pas les outils pour le connaître, mais va chercher justement à l'appréhender. C'est peut-être, je dirais, cette méconnaissance qui est aussi un outil qui permet de se situer dans ce que Walter Benjamin appelle très justement une histoire des problématiques. Walter Benjamin le dit à propos de la critique, il le dit très clairement, chaque critique arrive avec sa problématique, ce qu'un autre critique, cette fois de cinéma, Serge Danet, va résumer, il me semble, sous la forme d'une boutade, de manière à la fois explicite et très claire. Il dit un bon critique a quelques idées. Un mauvais critique n'a pas d'idée. Un excellent critique n'a qu'une seule idée. Et cette seule idée, c'est l'idée qui va faire en fait le déclic pour entrer dans ce que Benjamin appelle, et ce que je disais à l'instant, une histoire des problématiques, c'est-à-dire c'est quoi une problématique? C'est en fait ce que Benjamin encore appelle en fait le noyau poétique d'une œuvre. Ce noyau poétique d'une œuvre, c'est une rencontre entre deux écritures, l'écriture d'un texte, bien évidemment, que l'on va analyser, mais aussi l'écriture qui ne s'est pas encore dite du critique lui-même. Et le tout va, en fait, constituer le noyau poétique, et à partir de là, critiquer la littérature, c'est parvenir à se saisir de la littérature contemporaine en tant que la littérature contemporaine devient un foyer herméneutique pour forger de nouveaux outils, forger de nouveaux concepts et essayer de cartographier comme on le peut les déplacements de la littérature elle-même. Critiquer la littérature, ce serait donc à chaque époque considérer qu'on fait partie d'une histoire des problématiques, qu'on va s'articuler dans cette histoire des problématiques, mais aussi qu'on va pouvoir considérer, et ça je pense que c'est très important, chaque œuvre comme une micro-époque, c'est-à-dire une œuvre qui serait le cristal de son temps et qui permettrait de donner
à la fois la coloration du temps, mais aussi, comme je le disais à l'instant, de nouveaux outils. C'est-à-dire que le geste critique est un geste qui, en fait, qu'il s'agisse, quand il sort finalement de ce que dénonçait Martel, à savoir l'émiettement numérique ou bien la stratégie commerciale, le geste critique devient un geste double qui est fondé sur ce qu'on pourrait appeler une défaisance. Je défais mes habitudes de lecture, et aussi une immanence, à savoir je vais me plonger dans une nouvelle œuvre qui sera finalement une sorte de tempête atomique, hein, pour parler comme Foucault, c'est-à-dire je vais essayer de voir comment je vais appréhender l'œuvre. Et à partir de là, on va essayer, en tant que critique, on est toujours dans cette deuxième scène que j'essaye de brosser, voilà, c'est-à-dire que dans cette histoire des problématiques, dans ce noyau poétique et dans cette micro-époque, les trois termes que j'ai essayé d'articuler, il faut en fait, de manière générale, toujours savoir, euh, non pas uniquement ce que l'on écrit, mais avec qui l'on écrit. Il faut essayer donc, comme je le disais, je commence à le dire, cartographier le temps qui est le nôtre et en fait essayer de voir comment un texte peut s'articuler à un autre, c'est-à-dire pas seulement produire une critique qui serait une critique d'une seule œuvre, mais essayer de voir quelles sont les possibles ramifications, quels sont les éléments les plus importants pour essayer précisément de comprendre que la critique, c'est avant tout une manière de proposition. C'est-à-dire, et ça c'est peut-être le point le plus important, c'est que critiquer la littérature, ça se fait pour moi toujours à partir d'un socle, d'un postulat, qui est celui de la connaissance du contemporain, mais ce postulat, il est très fragile. C'est-à-dire que la position critique, qu'elle soit journalistique ou qu'elle soit celle de la recherche, c'est une position de l'instant. Et cette position de l'instant, elle expose le critique à une très grande fragilité et à la force de la disparition. Peut-être que tous ces livres, que ces quelques livres que j'ai écrits disparaîtront, et ce sera peut-être tant mieux pour tout le monde. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a la capacité à comprendre que peut-être on s'est trompé, pas uniquement le droit à l'erreur, mais qu'il s'agit d'échafaudage provisoire pour tenter de comprendre à un moment, et que peut-être ces éléments vont être périmés, datés, mais en tout cas, ils auront peut-être aidé à un moment donné à construire une réflexion qui deviendra autre chose, qui passera autrement, comme si finalement la critique du contemporain, critiquer la littérature, c'était toujours un discours troué, un discours dans lequel, en fait, pouvait passer l'air du temps, mais dans lequel, finalement, le trou pouvait s'élargir jusqu'à faire disparaître le discours lui-même. Ce qui invite finalement le discours critique à avoir une certaine modestie, c'est-à-dire à la fois une certaine arrogance, puisqu'on décide de dire ce texte-là, on le labellise, on décide de produire une étiquette critique, mais aussi une certaine modestie, parce qu'il faut accepter la fragilité inhérente à cet acte même de produire un raisonnement qui va peut-être être balayé par l'effort du temps. Et donc le critique, ce qu'il doit comprendre, c'est qu'il est toujours en sursis. Ce critique est toujours fondamentalement en sursis et en fait, il ne cherche jamais la vérité de son époque. On a bien compris que la vérité d'une époque n'existait pas. Ce qu'il cherche, c'est plutôt la validité que la vérité, c'est-à-dire il cherche à valider ce qu'il essaie de voir, ce qu'il expose en fait à l'invalidation, au risque de l'invalidation. Et le critique, dans un deuxième temps, par son texte troué, parce qu'il est toujours en sursis, ne cherche pas finalement à trouver des preuves de ce qu'il dit dans d'autres textes, mais plutôt des traces de ce qu'il n'a pas tort. Donc, critiquer la littérature, c'est un exercice à la fois profondément immodeste, parce qu'il faut quand même se lancer dans cette entreprise-là, mais aussi profondément modeste dans le même temps, donc un exercice particulièrement paradoxal, un exercice paradoxal qui joue aussi sur un autre paradoxe,
qui est celui de se livrer, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à une expérience du sensible. J'ai parlé tout à l'heure d'une tempête atomique, mais il y a une Je n'entends plus, je ne sais pas si c'est normal. Moi non plus. que vous m'entendez. Vous m'entendez plus? Ça va. Oui, maintenant Oui, ça c'est va. bon. Mais C'est il y bon, a un merci. moment ça où s'était- je Le ne pouvais pas micro. vous entendre. Ça s'était coupé? Oui, il y a eu 10 secondes de coupure de Ah, micro. bon, ça va. Ouais. Oulala, je pensais 15 que... 15 secondes, Non, je non. crois, oui. Oulala, bon. Ah non, je pensais Oui, que... c'était la phrase, ça a coupé avec la phrase une tempête, quelque Ah oui, chose. oui, voilà. C'est-à-dire que je récupérais la phrase de Foucault sur la tempête atomique et je parlais de la phrase de Beckett, une insurrection d'atomes. Il y a, quand on lit, une manière d'insurrection d'atomes, et cette insurrection d'atomes, en fait, il faut être prêt à la fois à l'affronter, c'est-à-dire ce qu'il faut affronter, c'est la nouveauté. Critiquer la littérature, c'est ne pas être néophobe, c'est essayer de voir dans quel moment on s'inscrit dans cette histoire des problématiques, mais aussi essayer de voir comment se construit, par exemple, l'histoire de la littérature récente d'Olivier Cadiot, les 2 tomes. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est un essai? Est-ce que c'est du théâtre? Je ne sais pas très bien. Et donc, je vais risquer une hypothèse devant des phrases, en fait, qui sont plus que des phrases, c'est-à-dire qui oscillent quelque part entre 2 pôles qui sont contradictoires, celui du sensible, de cette insurrection d'atomes, mais celui aussi de l'intelligible que j'essaye de lui imprimer. Voilà ce que je pouvais dire sur cette deuxième scène, en essayant de ne pas être trop long. Voilà, je vois qu'il me reste encore quelques petites minutes, donc peut-être le temps d'aborder la troisième et dernière scène que je voulais aborder avec vous. Donc après cette scène, il me semble importante de Frédéric Martel, du point qu'il a pu faire sur la critique journalistique, la critique d'accueil, mais aussi le point qu'on pouvait faire sur finalement le désenchantement de la science propre à la recherche. On a aussi vu finalement une scène permanente qui serait celle du geste critique depuis ce que Rancière appelle le régime esthétique des arts, c'est-à-dire le romantisme. Je voudrais aborder une troisième et dernière scène, bien plus brève, qui est une scène ouverte. La scène ouverte, c'est une scène, je dirais, que je qualifierais d'immédiate, à savoir comment construire aujourd'hui, au jour le jour, une critique de la littérature, ce que moi, je m'efforce de faire, en prenant en compte une mutation du champ, qui aussi a été une mutation que moi, j'ai vécue en tant que chercheur, puisque moi, mon travail de recherche a essentiellement porté sur le nouveau roman, sur la littérature du nouveau roman, et comment on est passé de cette littérature à tort considérée comme formaliste, mais qui en tout cas s'est repliée pour un certain nombre d'écrivains sur un souci de la forme, comment on a pu passer, en fait, comment moi-même j'ai pu évoluer vers une littérature, Sylvie l'a rappelé dans le petit mot qui a été lu par Katarzyna, en fait, comment je suis passé à une défense de la critique beaucoup plus militante et qui cherche justement à interroger la littérature en dehors d'elle-même dans des sphères d'action qui sont sociales et politiques. Et je crois que un des points les plus importants dans la scène actuelle, immédiate, qui nous occupe, c'est que la phase de la critique a changé. Sylvie Goudbaron a rappelé que j'ai cofondé avec Simona Kripa la revue Collatérale, dont le sous-titre est La littérature vous fait de l'effet, parce que effectivement cette littérature qui fait de l'effet, c'est une littérature qui demande de l'action et une critique qui, elle aussi, essaie de dépasser, essaie de voir quels sont les effets, une espèce de critique, comme on l'appelle, pragmatique, et qui a été en fait la mienne depuis la fondation d'une autre revue qui a été celle dans laquelle j'ai œuvré jusqu'en 2023, à savoir Diacritique, qui marque pour moi un changement dans la manière dont j'ai pu critiquer la littérature,
où j'étais jusque-là un chercheur et où j'ai cherché à essayer de voir dans cette espèce d'époque en France de mutation sociale et politique très rapide. Guettet, on le voit vite par des mutations, notamment à l'extrême droite, qui ont une influence sur la manière dont on doit parler de la littérature, dont la littérature se met en scène et dont la littérature n'est pas indemne. Et donc, j'ai essayé de moi-même d'installer pour mon compte une politique de la littérature, à savoir en proposant, avec des critiques, mais je crois encore plus avec Collatéral, dans un contenu très éditorialisé, à savoir casser deux choses, à la fois casser le temps universitaire, qui est un temps long, casser le temps universitaire en essayant de proposer des études assez développées sur des livres qui viennent de sortir, et puis casser aussi le temps journalistique, qui est un temps cette fois très court, un temps d'accueil, un temps d'action, en proposant ce que la presse ne propose pas, c'est-à-dire, comme on essaie de le faire notamment dans Collatéral, des éditoriaux qui essaient de trouver des tendances dans le champ actuel, de proposer des pistes de lecture. Parce que ce qui est véritablement, je crois, très important dans ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est, il me semble, à un tournant et que critiquer la littérature aujourd'hui, c'est comprendre qu'on vit une sorte de rupture épistémique. Et une rupture épistémique qui, pour moi, est triple. Une rupture épistémique sur laquelle, je pense, qui fera consensus, c'est ce qui s'est passé avec MeToo, qui a été une onde de choc dont la littérature, évidemment, s'est emparée et qui a replacé le livre au centre de tous les débats. On pense ici au consentement de Vanessa Springora, ou qu'on pense encore plus proche de nous, à la manière dont Neige Sino a été accueilli avec Triste Tigre. Ce ne sont pas des textes anecdotiques, ce sont des textes qui déplacent à la fois la critique, en la faisant aller plus vers le politique et le social, et qui déplacent aussi la littérature, en faisant reconsidérer le geste littéraire lui-même, mais notamment la position qu'on peut adopter sur la différence très floue entre littérature et document. Dans quel état sommes-nous en lisant de tels textes ou, un autre texte encore, Une mer éphémère d'Emma Marsan. Ces trois textes me semblent tout à fait intéressants du point de vue du bouger de ces frontières entre critique et littérature. On sait que dans Neige Sino, Triste Tigre, vous avez effectivement une critique de la littérature et notamment de Lolita de Nabokov. Donc, vous voyez, cette interaction, elle est très intéressante en ce qui concerne notre sujet, critiquer la littérature. La deuxième rupture épistémique, c'est bien évidemment celle de l'effondrement climatique. On a commencé à parler de réchauffement climatique dans les années 2000. Maintenant, on en est plutôt à la dérégulation, ou dérèglement, pardon, climatique. Je dirais qu'on est plutôt dans l'effondrement climatique dont la littérature se saisit à la fois pour voir où nous en sommes du vivant. Et je pense que, par exemple, la mutation d'un écrivain comme Tanguy Viel, qui est passé d'une réflexion sur de romans policiers à son dernier texte Vivarium sur la place que nous occupons dans le vivant, me paraît assez symptomatique de cette nouvelle mutation aussi de critiquer la littérature, à savoir une littérature plus tournée vers l'éco-poétique, mais aussi de moins en moins, en ce qui concerne Tanguy Viel, tout du moins, de moins en moins tournée vers la fibre fictionnelle et de plus en plus vers la critique, puisque par exemple il a pu participer au collectif paru l'an passé contre la littérature politique, oui c'est ça, chez à la Fabrique, paru en janvier 24. Et enfin, la dernière chose, c'est bien évidemment la question sociale et politique. Depuis 2018, on le sait, la France a été soulevée par un certain nombre d'événements sociaux, d'événements insurrectionnels très forts, à savoir par exemple l'épisode des Gilets jaunes, et toute une littérature essaye d'interroger précisément, non pas tant le récit qui est fait, mais le discours qui est tenu. Je pense à trois écrivaines qui me semblent très intéressantes de ce point de vue-là, à savoir Sophie Divry, avec 5 mains coupées, Sandra Lucbert, avec Personne ne sort les fusils, ou encore, plus proche de nous, Nathalie Quintane, avec Que faire des classes moyennes, ou effectivement, Un œil en moins. Vous avez aussi, pour sonder la question des Gilets jaunes, le roman historique, tel que le pratique donc
je vais y arriver, Éric Vuillard, voilà, Éric Vuillard, pour savoir notamment avec la guerre des pauvres, de quelle façon on peut, par la fiction, essayer de voir de quoi il s'agit, essayer d'aider l'époque et de voir d'une certaine manière comment l'espace de réflexion de la critique peut être aussi un espace d'écriture et conjointement, hein, ça rejoint finalement, voilà, essayer de sortir des a priori sur l'époque pour voir comment la littérature se réorganise. Et je vois que l'heure tourne, donc je vais m'arrêter sur ma dernière réflexion, parce que, évidemment, vous l'avez remarqué, je parle tout le temps, et beaucoup. Et en fait, ce que je voudrais dire sur critiquer la littérature, le point qui me semble le plus important, c'est que, en fait, qu'on soit professeur, qu'on soit journaliste ou qu'on soit écrivain, c'est-à-dire qu'on soit les trois critiques qu'a mis en lumière Thibaudet dans son fameux texte des années 20, finalement, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on prononce un jugement sur la littérature contemporaine, on n'est pas spectateur de cette littérature, on n'est plus lecteur, on devient un acteur. Et le contemporain a cette particularité que lorsqu'on critique la littérature contemporaine, on devient, qu'on le veuille ou non, un acteur de ce champ contemporain lui-même, et qui nous incombe finalement de dire que cet acteur a peut-être une seule et unique mission, par sa critique, par sa lecture et par sa littérature, d'aider l'époque. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si... voilà. Alors, merci beaucoup pour vos propos. Alors, on est vraiment des acteurs et des actrices, n'est-ce pas, de cette littérature. Alors, j'ouvre, je ne sais pas si on peut se permettre une dizaine de minutes pour les Oui. questions. Alors, je vous invite tous et toutes à lever la main pour qu'on puisse poser la question. Peut-être je vais commencer. Une question, peut-être pas une question, mais une petite demande des astuces peut-être pratiques pour nos étudiants et étudiantes, pour les participants de notre projet, puisque le but de nos projets, c'est de travailler le texte contemporain. Cette année, ce sont le texte de Brigitte Giraud, d'en tirer des extraits et d'en faire des exercices qui sont utilisés pour les exercices de FLE. Donc, est-ce que vous avez peut-être quelques astuces? Comment critiquer ce fragment pour en tirer quelque chose de très intéressant qui va bien sûr s'enchaîner avec les questions de la grammaire française, du lexique ou quoi que ce soit, mais peut-être aussi quelque chose qui va attirer l'attention de futurs utilisateurs et utilisatrices. Oui, alors je pense qu'effectivement, la question du fragment, elle est importante dans le sens où le fragment a évolué, il a une histoire, on le sait, hein, depuis que ce soit les fragments chez les Grecs ou l'utilisation du fragment chez les romantiques allemands. Et je crois que pour aborder ces textes, il faut avoir l'attitude de Brigitte Giraud face à la littérature. Et ça, je pense, c'est important pour les étudiants, c'est-à-dire, j'en ai parlé un tout petit peu, mais c'est la modestie. Je crois que ce qui frappe beaucoup dans ce texte, d'ailleurs, qui a été très décrié à sa sortie, puisque je crois que ça reste l'un des concours les plus mal vendus, c'est de ne pas avoir compris que le texte a une stratégie qui est celle de l'anti-héroïsme, de la modestie, et qui est finalement notre humilité devant le savoir. Je trouve que c'est un très beau texte, très humble, qui essaie de redécouvrir pas à pas ce que peut être l'art de dire quelqu'un lorsqu'il a disparu, et que cette question du fragment, elle doit être abordée pour les étudiants de la même façon, c'est-à-dire que Brigitte Giraud réapprend à parler. Elle réapprend à écrire, elle réapprend à parler, une sorte de didactique très, très, je dirais, très simple en fait, mais volontairement simple, pas simpliste, hein, mais simple, pour que le contact se fasse. Et le texte de Brigitte Giraud, ça je pense qu'on peut le dire aux étudiants, c'est un texte qui a vocation à toucher tout le monde, c'est-à-dire à être le plus simple possible, c'est-à-dire que le malheur dont elle parle est un malheur qu'elle ne veut pas
démocratique, elle veut pas que le malheur touche les gens, mais elle veut renseigner de manière unanime sur ce qui fonde sa parole. Et je crois que c'est une excellente idée, bravo à vous d'avoir fait ce texte, parce que c'est une porte d'entrée dans le contemporain qui est simple, volontairement simple et extrêmement riche. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions, d'autres remarques? Nous avons encore quelques minutes. Maude, oui. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. c'est juste une question technique. J'ai noté quelques références des livres dont vous parliez à la fin, mais il y en a quelques-uns que je ne sais pas et j'ai pas réussi à tout noter. Et ça m'aurait intéressé. Voilà, je ne sais pas si c'est possible d'avoir les derniers livres, les références des derniers livres. Oui, c'est alors lesquels Nathalie Quintane, tout ce que j'ai pu dire à la fin? Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Ah d'accord. Bah, c'est Nathalie Quintane, c'est 2018, Un œil en moins. Oui, ça, j'ai noté. Que faire des classes moyennes, c'est ça aussi? Aussi, Que faire des classes moyennes, c'est 2016. J'ai dû citer Sandra Lucbert. Oui. Personne ne sort les fusils. Attention, il y a quelque chose qui se passe en cuisine. Je suis désolée. Donc, personne ne sort les fusils. C'est 2020, c'est au Seuil, chez Fiction et compagnie. Et 5 mains arrachées de Sophie Divry, c'est au Seuil. Voilà, c'est sur les gilets jaunes. Directement. Sandra Lucbert, c'est le procès France Télécom. Et Nathalie Quintane, c'est avant les gilets jaunes, c'est tout le mouvement de contestation sur la loi travail en 2015. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci. D'autres questions? Alors, l'enregistrement, ça, au moment où ça se termine, n'est-ce pas, nous allons mettre l'enregistrement sur le site de Fluvolution, si vous voulez aussi revenir vers la présentation et aussi vers les références. Alors, Johan, ce qu'il nous reste juste de vous inviter à Gdańsk, qu'on puisse parler ensemble de la littérature et de la critique littéraire. Alors, on vous remercie énormément. Mais c'est moi qui vous remercie. Et désolé encore une fois pour ce problème technique. Oh non, mais ça c'est pas lié à vous, c'est un problème malheureusement qu'on a tous dès qu'on se met sur Teams. Voilà, c'est pas un souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil, de la qualité de votre écoute et puis de la chaleur de vos questions. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. À bientôt. Pour à nous bientôt. Aussi. À bientôt. Au revoir. Merci.